ce dossier, nous baignons à 100% dans l'atmosphère de Jujuy, avec un personnage central qui est, comme il a été dit, Morales, qui tire les ficelles. J'ai voulu donc, pour simplifier les choses, montrer comment c'était organisé, comment c'était construit le complot judiciaire dont Milagro Sala est victime depuis maintenant quelque chose comme 2 ans. Lorsque, j'ai oublié son prénom, Gerardo Morales est élu, vous vous rappelez que il a fait venir en catastrophe de la province de Santiago del Estero, si je me rappelle bien, plusieurs policiers afin de pouvoir contenir d'éventuels mouvements sociaux. Et hélas, il y a le quart d'un des policiers qui a versé dans un ravin et 43 policiers sont morts dû à cette précipitation. Et la suite des faits va démontrer qu'il n'était nullement besoin d'immoler 43 policiers sur l'autel de la sécurité et de l'ordre public. Le premier point que je voudrais qu'on garde bien en tête, parce que très souvent on l'oublie, c'est ce qu'est une détention préventive. La détention préventive est attentatoire à un grand principe reconnu en particulier par le droit français et le droit argentin et en général tous les droits occidentaux, c'est la présomption d'innocence. Ça n'est pas à la personne, disons, mise en cause de prouver son innocence, c'est à l'accusation représentée par le procureur de prouver la culpabilité. Donc, la prison préventive doit être considérée de manière limitée, restrictive. Et toutes les jurisprudences sont à peu près unanimes pour dire que la prison préventive doit être justifiée. Elle doit être justifiée soit parce que l'on craint la fuite de la personne mise en cause, soit parce qu'on craint que la personne mise en cause ne fasse des pressions sur les témoins, soit parce que l'on craint qu'elle ne fomente des troubles à l'ordre public. Dans le cas de Milagro Sala, la détention préventive, que je présenterai ultérieurement, n'a jamais été fondée dans les faits. Or, il est absolument impossible en droit de dire je demande la détention préventive de telle personne sans expliquer les faits qui occasionnent une mesure restrictive de liberté. Et bien souvent, on a dénoncé la détention préventive comme étant une espèce de préjugement. Donc, cette mesure d'exception va être appliquée dans des conditions de violation flagrante du droit à Milagro Sala. Avant d'engager le procès, Gerardo Morales a pris soin, en quelque sorte, de baliser le terrain et de pouvoir nommer à différents postes des personnes qui lui seraient favorables. Donc, la première chose qui va être faite, c'est une augmentation du tribunal suprême de la province. Vous savez vous le savez mieux que moi, puisque la plupart d'entre vous sont argentins. L'Argentine est un pays fédéral, ce que n'est pas la France. La France est un pays foncièrement jacobin et unioniste depuis plus de 1000 ans. Donc, la province de Jujuy jouit d'une autonomie quasi totale, sauf avec des limites constitutionnelles, mais très haut placées, pour effectivement rendre elle-même justice selon son propre code, ses propres lois, ses propres juridictions. Donc, il va y avoir une augmentation du nombre de magistrats du tribunal suprême de Jujuy, de façon à ce que 2 juges favorables à la politique de Gerardo Morales puissent l'intégrer. Deuxième nomination très importante que va faire Morales, c'est qu'il va nommer à la tête de l'Institut de l'Habitat et de l'Urbanisme de la province de Jujuy, son frère Walter. Or, comme vous le savez, un des grands programmes mis en place par la Tupac Amaru, ça a été tout un plan de logements sociaux. Donc, entrant directement, disons, dans le champ d'action de l'Institut en question. Lorsque Morales donc prend le pouvoir, il va convoquer les coopératives en leur sommant de se présenter et de réactualiser leurs données.
Et il a entre les mains une arme pour faire plier les coopératives récalcitrantes, qui est l'octroi des fonds, avec lesquels ces coopératives jusqu'à présent ont pu effectivement réaliser disons, les progrès sociaux qui ont été mis en avant. Devant cette attitude, plusieurs associations, dont bien évidemment la Tupac Amaru, décident, pour continuer à pouvoir agir et dénoncer cette coupure des fonds, décident de l'occupation de la place centrale de la ville de Jujuy, qui s'appelle Plaza Belgrano. C'est alors que va entrer en lice l'avocat général, Mariano Miranda, qui est un des personnages clés, qui est le procureur général, c'est-à-dire qu'il a, il a une position supérieure hiérarchique sur tous les procureurs généraux des parquets de la province de Jujuy. Et il va lancer une première inculpation contre Milagro Sala pour sédition, c'est-à-dire révolte, etc., et instigation à la commission de délit. C'est une inculpation qui ne repose sur aucun fait. Il ne la fonde, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne la fonde sur aucun fait précis. Ce qui, bien évidemment, en droit est une aberration totale. Lorsqu'une personne reçoit un acte d'inculpation, ou lorsque plus exactement il lui est demandé de se présenter devant tel magistrat pour répondre des faits suivants, il est indiqué les articles du Code pénal et il est indiqué sur le fondement des faits de ceci, de cela, etc., prévus et réprimés par les articles tant du Code pénal, en temps non prescrit, etc. Ce sont des actes qui répondent toujours à une très grande précision. Dans ce cas-ci, il n'y aura aucune précision particulière. Donc, Miranda va donner ce dossier à un procureur donc sous ses ordres, Dario Osinagra. Ce Dario Osinagra regarde ce qu'il en est, fait une enquête de police, comme tout bon procureur, et décide de ne pas inculper. Sur ce, Morales va le dénoncer publiquement en disant qu'il a commis une violation de ses devoirs de fonctionnaire. Et c'est Miranda qui va reprendre à ce moment-là le dossier afin, disons, de maîtriser l'accusation. Lorsque, troisième élément, Morales va édicter un décret. Morales appartient au pouvoir exécutif. Donc, le seul instrument légal qu'il a entre les mains, ça n'est pas une loi, c'est un décret. Cela étant, ce décret a un rang inférieur à la loi et, en général, intervient dans le cadre d'une exécution de la loi. Et il ne peut pas, ce décret, marcher sur les plates-bandes, bien évidemment, du domaine sémantique d'une loi. Il va donner par ce décret un ultimatum au 14 janvier à toutes les associations de dégager de la place, sinon il va leur supprimer leur personnalité juridique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité juridique? Et ça, c'est un élément qui revient souvent. La personnalité juridique, c'est la capacité d'un organisme, alors, mais ça pourrait être, disons, c'est la capacité de toute personne morale, une association, ou physique, vous et moi, de pouvoir se présenter en justice, de pouvoir faire valoir en justice une atteinte à ses droits. Sans personnalité juridique, une association n'existe pas. C'est un fantôme, elle n'existe pas, on ne peut pas dire autre chose. Et cette punition extrêmement grave, qui interdit à une association de se présenter en justice pour faire reconnaître ses droits, ça n'est évidemment pas, comme vous pouvez vous en douter, l'œuvre ou la mise en œuvre d'un simple décret. Ça n'est pas un représentant du pouvoir exécutif qui peut, d'un coup de baguette magique, sans aucun contrôle, décider de supprimer cette personnalité juridique. C'est exclusivement un juge. Et dans le cas présent, Morales va utiliser cet argument pour effectivement tenter de faire plier les différentes associations. Tout le dossier, et c'est un élément qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en lumière, est le rôle de la presse. Alors, principalement le rôle de la presse locale, à travers un journal qui s'appelle El Pregón,
qui va accompagner successivement, quelquefois même devancer, doubler, expliciter toutes les actions entreprises, soit par le pouvoir exécutif, soit par le pouvoir judiciaire, contre Milagro. Osinagra, donc, après avoir dit « moi, je n'inculpe pas », il part en vacances. Élément très important à garder en tête, nous sommes au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois, au sein de la justice argentine, des vacances judiciaires. Mais les tribunaux ne s'arrêtent pas, ils ne ferment pas, une fois c'est tout, et puis on verra dans un mois. Non, ils organisent des permanences à travers d'autres magistrats. Et des magistrats qui souvent ne sont pas des magistrats de la matière. Par exemple, vous pouvez avoir un magistrat qui va siéger, mais qui est juge des mineurs ou juge des enfants. Donc il y a, avant la mise en place des vacances judiciaires, disons une directive administrative interne aux tribunaux en général, qui fixe quels sont les juges de permanence. Et c'est donc dans ce cadre que, pour remplacer Osinagra qui part en vacances, va être nommé un personnage central également dans le dossier qui s'appelle Liliana Fernández de Montiel, qui elle est procureure des mineurs. Et elle va donc demander à un magistrat, puisqu'elle ne peut pas y procéder, elle lance l'accusation et ensuite c'est au magistrat de l'instruire et de lancer un mandat d'arrêt ou autre. Elle va lui demander de procéder à l'inculpation de Milagro Sala. Et là, élément tout à fait particulier dans ce dossier, qui d'ailleurs va être dénoncé par le groupe de travail des Nations Unies, le groupe de travail sur la détention préventive arbitraire, c'est le temps judiciaire. Les temps judiciaires, comme certains d'entre vous ont pu peut-être l'expérimenter charnellement, les temps judiciaires sont extrêmement longs. Il est fort rare que les magistrats se dépêchent, vous portez plainte et 3 jours plus tard, le procès de vos agresseurs est instruit. Mais dans le cas de la persécution judiciaire de Milagro Sala, on va assister à une accélération du champ judiciaire absolument inédite. Donc, Montiel demande à Gutiérrez, le magistrat, d'inculper Milagro Sala. Elle lui demande ça le 11. Gutiérrez, le magistrat nommé, dit « Ok, je la convoque pour le 13 ». Et Montiel lui dit « Non, je veux que ce soit le 11 ». Bon, mais à ce moment-là, Milagro est hélas à l'hôpital et elle ne peut pas répondre. Donc, on maintient la date du 13. Cependant, Montiel, ça c'est quand même assez extraordinaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va demander l'audition des médecins qui ont effectivement reçu à l'hôpital Milagro Sala et qui ont donc déclaré qu'elle n'était pas capable physiquement de se présenter. Enfin, finalement, le 15 janvier, à 12h30, après avoir entendu les médecins, l'inculpation va se faire et comme vous le savez, le lendemain 16 janvier va commencer l'incarcération de Milagro Sala. Toujours une incarcération préventive, va commencer une incarcération qui n'a toujours pas cessé aujourd'hui. Gutiérrez a fini par céder et c'est le ministre de la Sécurité qui est un grand ami comme par hasard, Ekelmeyer, qui va s'occuper d'arrêter Milagro Sala. C'est un grand ami du procureur. Il est certain que police et procureur, de par leur fonction, ceci est tout à fait normal, police et procureur sont souvent fort liés. Gutiérrez, comme on est à l'approche des vacances, comme je vous l'ai indiqué, Gutiérrez va donc partir en vacances. Et sur proposition d'un magistrat qui s'appelle Clara Lang de Falcone, va être nommé un juge que Milagro Sala a dénoncé il y a très peu de temps dans une lettre qu'elle a écrite depuis son dernier lieu de détention, qui s'appelle Gaston Mercado. Ce Merco, oserais-je dire, d'où sort-il? Alors, il faut savoir, et peut-être qu'à ce moment-là, tout est dit,
c'est l'ex-gendre de Clara de Lange. Clara de Lange est la chef, la présidente du tribunal supérieur de Jujuy, et elle a en main, en dernier recours, le vote des différentes chambres. C'est un personnage qui appartient à une famille connue de Jujuy. Tous ses enfants, alors 3 enfants plus un, parce qu'il y a un enfant qui aurait été adopté de manière tout à fait frauduleuse, ces enfants ont tous des places importantes, soit à l'intérieur du système judiciaire, soit en dehors. Et lorsque elle va être interrogée par des journalistes, par exemple, sur le fait que comment se fait-il qu'elle propose que ce soit son propre gendre, alors qu'elle est chef du tribunal supérieur, qui instruise le cas de Milagros Sala, elle dit « mais non, je me suis toujours déportée ». Alors certes, elle va se déporter dans les causes, c'est-à-dire qu'elle ne va pas voter dans les causes où intervient son ex-gendre, mais dans le cas de Milagros Sala, ça n'a pas été le cas, elle se maintient et ne se déporte, comme on dit chez nous, nullement. Alors pardonnez-moi, mais je suis pas habituée à mettre mes lunettes toutes les 30 secondes. Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que ce dénommé Mercao n'a jamais été inscrit sur la liste des juges de permanence. Sa nomination est purement le fait du prince, c'est-à-dire de son ex-belle-mère. Alors, je vais... donc, que se passe-t-il? La place Mercao va ordonner la libération de la place Belgrano. Les rues adjacentes à la place vont être effectivement évacuées et Milagros Sala va être, disons, juridiquement parlant, libéré. Parce que, pourquoi je dis juridiquement? Parce qu'en fait, Montiel était en train, donc le procureur, qui est normalement un procureur des mineurs, était en train de préparer un autre acte d'accusation. Et alors là, véritablement, on entre dans, j'oserais dire, une phase encore plus surréaliste que la précédente. D'abord, Montiel aurait dû prendre ses vacances à la fin de la journée du 15 janvier. Par un mystère que personne n'a jamais expliqué, elle ne prend pas ses vacances. Le juge qui devait la remplacer, le procureur qui devait la remplacer, à savoir Lozano, ne la remplacera pas et elle continue à être en place. Et à ce moment-là, bon, elle se rend bien compte que quand même l'accusation, donc, le 15 janvier, on est 2 jours avant la libération juridique de Milagro, elle se rend bien compte qu'elle est quand même un petit peu floja, elle est quand même un peu légère cette accusation. Donc il faut en trouver une autre, plus sérieuse. Et elle va trouver donc une autre accusation, à savoir gestion frauduleuse, extorsion de fonds et association illicite. Mais bon, il faut quand même un petit peu de matière et il faut des témoignages. Alors, le premier témoignage, ça va être celui du président, vous vous rappelez, de l'Institut de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui n'est autre que le frère de Gerardo. Et puis, on va trouver, comme par hasard, tout d'un coup, 9 témoins qui se présentent tout à fait spontanément devant le procureur Montiel. Il faut quand même préciser que la veille, ils avaient eu une entrevue avec Morales. Et là, chose extraordinaire, Montiel va recueillir, et ça je pense que ça ne s'est jamais vu dans le monde judiciaire honorable, disons, en 5 heures, elle va écouter 9 témoins, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9 témoins, sur une accusation qui est une accusation complexe. L'extorsion de fonds, c'est complexe. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun moment de croisement des déclarations des différents témoins entre eux, il n'y a pas de confrontation avec Milagros Sala, et les 9 témoins n'apportent strictement aucune preuve. Ils parlent tous de fausses factures, du fait qu'ils s'y étaient eux-mêmes prêtés, que bon, ils étaient menacés, et qu'en conséquence, c'est pour ça qu'ils n'ont pas porté plainte. Et tout ça dure depuis 2009. Cela étant, ils ne vont jamais être, comme ça aurait dû être le cas, pour au moins complicité, être inculpés conjointement avec Milagro.
Et ça va être sur ce nouveau fondement que la détention, à nouveau, comme je vous l'indiquais, de Milagro va être renouvelée. Donc, pas renouvelée, mais prononcée à nouveau. Alors, vous savez qu'elle avait été élue peu de temps avant, je crois le 14 décembre 2015, députée du Parla Sur, ce qui lui assurait une immunité, ainsi que d'autres personnes, un conseiller, etc., bon, qui sont arrêtés en même temps qu'elle. L'instruction, telle qu'elle est prévue par le Code argentin, l'instruction pour décider de la levée d'une immunité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une immunité? Rappelez-vous l'affaire Pinochet à Londres, les 3/4 de la procédure Pinochet, ce sont les 4/5, ça a été la discussion autour de la levée d'immunité de Pinochet. Était-il protégé de toute inculpation par son statut d'ancien chef d'État ou par son statut de sénateur, etc. Donc on estime qu'effectivement, une personne qui est investie d'une fonction par le vote populaire ne peut pas être mise en accusation comme vous et moi, n'est-ce pas, qui ne sommes investis d'aucun mandat populaire, d'aucune sorte. Donc, cette question de la levée de son immunité aurait dû être étudiée par un juge d'instruction. Or, en l'espèce, c'est le procureur qui a fait l'enquête, c'est-à-dire sur les témoins que j'ai rappelés tout à l'heure, et qui va entraîner donc le fait que, eh bien non, Milagro ne jouit d'aucune immunité particulière. Et là, il va y avoir un montage médiatique qui va organiser, qui va chauffer, et c'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit, à savoir que l'opinion publique est très suspecte, et très prudente, et très méfiante à l'égard de Milagro Sala, c'est que le battage médiatique qui a été fait autour du dossier est absolument considérable. Pour tenter d'étayer et de préparer l'opinion publique et de se la concilier, un montage est réalisé à partir des images de vidéosurveillance des banques. De façon tout à fait régulière, les différentes coopératives, les différents présidents chargés de pouvoir des coopératives vont chercher de l'argent dans les banques. Et les billets sont mis dans des sacs, de façon tout à fait normale. Ce sont des photos prises à l'époque par les caméras de surveillance. Mais le montage qui va être fait avec des bandeaux, avec des explications, avec des interruptions est tel qu'on a vraiment l'impression que ils ont tous, n'est-ce pas, avec Milagro Sala caché, qu'on ne voit évidemment jamais au gouvernement, qu'ils ont tous fracturé la banque et sont partis avec les billets en question. Alors, Montiel se rend aussi compte que, ça d'accord c'est une chose, mais enfin c'est peut-être pas non plus encore suffisant. Donc il faut trouver autre chose. Et là il faut passer à une vitesse supérieure, il ne faut plus être dans le trouble à l'ordre public ou dans le simple délit d'extorsion de fonds et d'escroquerie et autres. Il faut passer à une époque plus sanguinaire, à une étape plus sanguinaire, et Milagro va être inculpé de participation à 3 homicides. Alors, je les cite rapidement parce que ça démontre le montage médiatique qui est fait autour de cela. Alors, le premier, c'est un dénommé Lucas Arias, qui est mort en 2006 de leucémie à l'hôpital. Mais comme il avait été attaqué par une bande de voyous 1 an avant son décès à l'hôpital pour leucémie, eh bien, on trouve un témoin qui dit que oui, effectivement, cette bande de voyous qui ont été reconnus dans l'instruction comme non identifiés, appartenait à la Tupac Amaru. Et de façon systématique d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une agression par des inconnus, par des personnes non identifiées, eh bien à chaque fois il va y avoir un témoin pour dire qu'effectivement ils étaient membres ou apparentés ou tout ce que vous voulez à la Tupac Amaru. Bien. Et alors, dans ce dossier, il y a eu une instruction ouverte à l'époque et le dossier avait été ouvert, vous verrez pourquoi je cite cela, le dossier avait été ouvert pour lésions légères. Effectivement, le pauvre Arias n'avait pas de blessure grave, donc l'instruction est ouverte sur lésions légères et au bout d'un moment, l'action se prescrit, on n'a pas d'information, pof, le dossier est prescrit. Donc normalement, une cause, ou plus exactement, des faits qui sont prescrits de manière définitive. Ce sont les faits qui sont prescrits toujours. Donc, l'agression dont est victime cette personne repose sur différents faits qui sont prescrits.
Que va faire un autre magistrat qui est cité et dénoncé par Milagro, qui s'appelle Pablo Fugen Germanos? Eh bien, il va requalifier en disant non, non, tout ça, c'était pas effectivement une agression légère, bénigne, c'était effectivement des lésions graves et de surcroît avec préméditation. Et donc, l'inculpation de Milagro va reposer sur cette première participation à un homicide. Deuxième personne, tout aussi surréaliste, un nommé Luis Dario Duarte. Alors celui-ci, il est mort pendant une occupation de terre quelques mois plus tôt il est connu en Argentine, bon, peu importe, oserais-je dire. Il y a eu une instruction, les personnes coupables ont effectivement été reconnues coupables, elles ont peut-être même entre-temps avoué, j'oserais dire à la limite, peu importe, et elles sont condamnées le 26 août 2015. Donc tout ça quand même peu de temps par rapport à l'arrestation de Milagro. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, on va estimer sur un témoignage que l'un des agresseurs condamnés définitivement pour le meurtre de ce pauvre Duarte, eh bien, il était lié à Milagro Sala. Troisième homicide qu'on lui met sur le dos d'un dénommé Jorge Ariel Velázquez. Alors lui, il a été tué au cours d'une manifestation, on lui a volé son portable, il dénonce qu'on lui a volé son portable, on va arrêter effectivement le coupable, et là, eh ben, on ne sait pas trop comment intervient la Tupac Amaru dans tout ça, mais en tout état de cause, c'est le dernier dossier sur lequel Milagro est accusé de participation à l'homicide. Dans le courant de l'année 2016, Amnesty et d'autres associations de droits de l'homme vont présenter une dénonciation devant le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, qui va rendre le 27 octobre 2016 un avis numéro 3116. Et le travail que va à ce moment-là fournir le parquet de Jujuy pour essayer d'étayer son dossier est absolument fantastique. On a évidemment tous les troubles à l'ordre public que vous pouvez imaginer, on a évidemment les 3 assassinats, mais en plus on a abus sexuels plus 29 autres dossiers. Alors tout ça n'intimide pas beaucoup le groupe de travail qui va ordonner, comme vous le savez sans doute, la libération immédiate de Milagro Sala. Deuxièmement, la réparation des dommages subis du fait de la violation de ses droits. Et troisièmement, une enquête sur les responsables des violations de ses droits. Et je vous cite, parce que c'est quand même très éclairant, le groupe de travail va dire très précisément que juges et procureurs ont été choisis par le gouvernement de la province de Jujuy et ont accompli, donc les juges et les procureurs ont été choisis. Or, normalement, une personne du pouvoir exécutif ne peut pas choisir, nommer et mettre en place ni procureur, ni magistrat, ou elle le fait à l'intérieur d'une commission plus générale, si le Code le permet. Ont accompli leurs fonctions, donc ont exercé leur ministère, dans le cadre de délits qui ne requéraient pas l'urgence, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, et qui auraient pu être traités postérieurement aux vacances judiciaires. Il y a eu le facteur aggravant des vacances judiciaires qui a permis à ce moment-là toutes les licences possibles avec la loi. Alors vous savez à la suite de ça que finalement, bon, après avoir rechigné, avancé des arguments qui n'en sont pas, on va libérer entre guillemets Milagro Sala, on va la transférer dans un local désaffecté dans la localité d'El Carmen. Mais les conditions, d'abord les conditions dans lesquelles elle est incarcérée, parce que finalement c'est exactement la même chose, elle change de lieu d'incarcération, sont absolument immondes, mais surtout le réseau de vigilance qui est mis en place autour d'elle est le même que celui qu'elle subissait en prison.